Bienvenue, Moustapha Saimi. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue. Et avec vous, aujourd'hui, nous allons débattre du nouveau sacre ce week-end de Mohamed Al-Ansar, à la tête du mouvement populaire, son 9e mandat consécutif, et tout ce qu'il y a eu en périphérie également. On va également débattre des tensions et des feuilletons à répétition qui minent l'exécutif et la majorité gouvernementale. Et on finira par ce qui est ressorti des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui s'est déroulé la semaine dernière à New York. Et on a vu aussi le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, s'activer en coulisses. Et a priori, il y aura un agenda qui serait en cours, et en tout cas qui a été mis en place. Donc on reviendra aussi sur ces aspects-là qui nous intéressent en premier lieu. Moustapha Saimi sur Mohamed Al-Ansar, samedi, plébiscite, sacre. Sans surprise. Je serai plus nuancé parce que Mohamed Al-Ansar est en charge du mouvement populaire depuis 1986. C'est son 9e mandat. Il est connu qu'il ne souhaitait pas rempiler, si je puis dire, mais que les choses se sont passées de telle sorte qu'il n'ait pas eu d'autre choix que de solliciter un nouveau mandat. Quand vous dites d'autres choix, c'est-à-dire? Parce que s'il ne s'était pas présenté, c'était l'éclatement du mouvement populaire. Ah, carrément? Oui, tout à fait. Tout D'ailleurs, ils le disent pas officiellement, mais ils disent que c'était la seule façon de sauver l'unité apparente du mouvement populaire, du fait qu'il y a des candidats qui ont des profils particuliers et qui estiment qu'ils avaient vocation, eux aussi, à briguer le secrétariat général du mouvement populaire. Parmi ces candidats, il y a évidemment Mohamed Ouzine, ancien ministre de la Jeunesse. Il y a également Mohamed Moubdir, qui est ancien ministre et qui est actuellement président du groupe parlementaire Haraki. Il y a également, même s'il n'a jamais déclaré, Mohamed Hassad, ancien ministre de l'Intérieur et qui a rejoint le mouvement populaire et qui assiste aux réunions du bureau politique. Et puis il y a aussi un autre candidat non déclaré, mais qui était là, c'est Mohamed Fadili, parlementaire depuis longtemps, et qui est président du Conseil national du mouvement populaire. Aucune de ces personnes ou ces personnalités ne s'est présentée. Aucune ne s'est présentée. C'est un candidat face à Mohamed Al-Ansar. C'est un candidat peu connu, qui est Moustapha Salou, qui est fonctionnaire au Parlement, qui s'est présenté. Il a eu d'ailleurs un score intéressant. Il a eu 289 voix, c'est-à-dire à peu près 15%. C'est pas forcément sur son nom, c'est le vote des mécontents, des boudeurs et des frondeurs contre la candidature de Mohamed Al-Ansar. Donc nous en sommes là au niveau du mouvement populaire. Mohamed Al-Ansar a été réélu, mais c'est un candidat réélu par défaut. Faute de mieux. Par défaut, c'est-à-dire qu'il a estimé que c'était son devoir de remettre ça, sauf à courir le risque d'un éclatement du mouvement populaire. D'autant que c'est un véritable enjeu de survie, parce qu'on essaie de savoir aussi quel était le véritable enjeu. Est-ce qu'il y avait un enjeu politique de ce 13e congrès du mouvement populaire? Il n'y avait pas d'enjeu politique, si ce n'est, si j'ai bien retenu vos dires, Moustapha Saimi, c'était un enjeu de vie ou de mort. Oui, mouvement populaire, c'est ce alors, que je suis en train de dire. La question, vous avez raison, est de savoir si le 9e mandat de Mohamed Al-Ansar va permettre de sauver les meubles, de préserver une unité apparente. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas dans un avenir prévisible parce que d'ici les prochaines échéances 2020, les communales 2021, les stratégies personnelles des candidats vont se manifester et donc ça va conduire forcément à des tiraillements. J'ajoute un point important pour le mouvement populaire, c'est qu'il a des difficultés à unir les rangs et à se mobiliser sur un programme parce que le mouvement populaire a perdu ce qui était la substance de sa qualité historique. C'est quoi le mouvement populaire? Il a été créé en 1958, il a 60 ans, par deux leaders, Dr Khatib et Mahjoubi Hardan. Puis il y a eu une scission en 1966. Le Dr Khatib a créé le MPDC, en désaccord avec la ligne qui était celle de Mahjoubi Hardan. Et tout ce qui a marqué les 40 ans pratiquement de direction de Mahjoubi Hardan s'articulait autour de deux credos, de deux référents. Un, la mazirité, deux, le monde rural. Il se trouve qu'aujourd'hui, tout le gouvernement, toute la politique officielle, tout le nouveau règne prend en charge ce qui étaient les deux revendications identitaires spécifiques du mouvement populaire. La mazirité est consacrée
par le discours de Sa Majesté le roi Ajdir en 2001, puis dans la Constitution, elle est langue officielle aux côtés de l'arabe. Quant à la promotion du monde rural, c'est une politique nationale du nouveau règne avec le plan Maroc vert. C'est-à-dire tout ce qui faisait que le mouvement populaire s'accrochait à des options stratégiques, maintenant est vidé de sa substance parce que dilué dans la politique nationale. Mais donc du coup, c'est pas une problématique de leadership qui se pose aujourd'hui au mouvement populaire, mais c'est plutôt la problématique liée à un positionnement idéologique clair aux yeux des concitoyens, on est bien d'accord. Qui est obsolète. Qui est obsolète. Qui est obsolète. Beaucoup plus que l'absence de leadership. Et d'où l'absence de leadership, et d'où le fait que cette solution ultime de dépannage, en quelque sorte, de reconduire Mohamed Ansar, j'ajoute un point particulier, c'est que le mouvement populaire a des difficultés à avoir une identité dans le programme gouvernemental. D'ailleurs, on y Sur quoi se distingue-t-il? Puisque tout le monde est pour la réforme, tout le monde est pour l'identité, le pluralisme linguistique, le monde rural, etc. Donc il n'a plus de repères et il est donc dans ces situations tout à fait inconfortables. C'est carrément tout le modèle, en fait, politico-politique, idéologique du mouvement populaire aujourd'hui qui atteint ses limites. Plus que le modèle, c'est un autre logiciel que le mouvement populaire doit définir et mettre en œuvre, et la difficulté de la tâche est là parce que les acteurs et les dirigeants du mouvement populaire sont davantage, me semble-t-il, intéressés par des stratégies de carrière et de gestion de statut social, plus que par une réflexion novatrice sur les problématiques actuelles du Maroc. Parce que vous faisiez référence tout à l'heure à la date de naissance, si je puis dire, du mouvement populaire, donc 1958. Tout à fait. Et là, 60 ans après, parce qu'on est en 2018, d'ailleurs, le 13e congrès coïncidait avec le 60e anniversaire du mouvement populaire. C'est-à-dire qu'il est important, nécessaire, que le mouvement populaire, que Mohamed Ansar, avec sa nouvelle équipe, parce qu'il y a des statuts qui ont été modifiés, avec des nouveaux secrétaires généraux adjoints qui ont été nommés, pense et planche sur l'idéologie, l'orientation idéologique à donner au parti pour ne pas disparaître. Oui, mais est-ce que le mouvement populaire en l'état est en mesure d'apporter une valeur ajoutée à la réflexion nationale actuelle sur le modèle de développement, sur les politiques sociales? Et deux, est-ce qu'il est en mesure de se distinguer des autres? Parce que le champ politique, il est partisan, il est occupé. Il est occupé par le courant progressiste et démocratique, le PPS et l'USFP. Il est occupé par un courant social-démocrate, je schématise, où il y a le RNI et l'UC. Et donc, dans ce schéma-là, c'est difficile de se faire une place, de se faire entendre. Comment se faire entendre sa différence? Alors que les grands secteurs sont préemptés, occupés par des partis qui ont une histoire. Le RNI, il a 40 ans d'histoire. Et c'est toujours situé dans ce courant social-démocrate. Le PPS et l'USFP aussi, c'est une mouvance progressiste et démocratique. L'UC, c'est une mouvance libérale, mais qui ne se fait pas entendre, puisque là aussi, l'UC connaît le même problème que le MP, parce que c'est un parti qui a été créé en 84, qui avait privilégié l'option libérale. Cette option libérale, maintenant, n'est plus de mise, puisqu'elle a rejoint et elle a été aspirée par la social-démocratie, qui est dominante, parce que nous sommes tous d'accord aujourd'hui, par-delà les clivages, sur les réformes, sur l'état de droit, la démocratie, les réformes, la justice sociale et la solidarité nationale. D'où la difficulté pour le mouvement populaire. Un petit mot sur l'élection, on le voit d'ailleurs, on l'a vu sur les réseaux sociaux, donc élection de Mohamed Ansar, avec 1554 voix sur 1968, donc majorité absolue, on l'a vu à la tribune, avec des congressistes qui l'ont hué. Oui, c'est les mécontents. Ça, c'est les mécontents. Et oui, c'est les mécontants. Il y en a à peu près 300, 289, c'est-à-dire ceux qui ont voté pour Moustapha Salou. Et il y a eu effectivement des huées. On l'a vu agacé d'ailleurs, Mohamed Ansar. Oui, parce que ça dérange une image unitaire que s'obstine à donner le mouvement populaire. Le mouvement populaire est divisé. Il est divisé non pas sur des programmes particuliers, il est divisé parce qu'il y a l'ego d'un certain nombre de responsables que j'ai cités et d'autres ailleurs qui estiment qu'ils ont leur place dans la direction du mouvement populaire et que le mode de gouvernance de la direction du MP aujourd'hui est problématique
c'est-à-dire ils estiment que c'est entre les mains d'un groupe proche de Mohamed al-Ansar et qui n'ont pas toujours voix au chapitre. Composé essentiellement d'anciens ministres. La difficulté viendra dans un mois, parce qu'il se retrouve dans un mois, les instances du parti pour désigner et le bureau politique et le président du Conseil national, qui est le Parlement du parti, le poste numéro 2. Et ça sera intéressant comment va se faire le dosage entre ces différentes sensibilités ou ambitions au niveau du bureau politique et qui sera président du Conseil national du mouvement populaire. Mohamed al-Ansar, donc, lorsqu'il était à la tribune, malgré le fait qu'il ait été hué par un certain nombre de congressistes, a fait une déclaration en disant que le mouvement populaire, je cite, s'engage à poursuivre l'action menée et renforcer l'effort démocratique initié par le mouvement populaire depuis 60 ans. Rien, pas de programme, rien sur le positionnement du parti au sein de la majorité. C'est un discours aujourd'hui daté. C'était valable en 1958 quand le mouvement populaire a été créé contre l'hégémonie d'un parti, en l'occurrence le parti de l'Istiqlal. Il a été créé dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, c'est à la faveur de ce différend, de ce conflit de la mouvance populaire contre le parti d'Istiqlal et son hégémonisme qu'a été édictée une nouvelle législation libérale. Le statut des associations date de novembre 58, permettant donc le pluralisme et la liberté d'association. C'est à partir de ce moment-là que le clivage s'est fait entre les tenants d'une ligne et celle du mouvement populaire. Mais dire aujourd'hui poursuivre l'effort démocratique, c'est un effort démocratique qui est pris en charge par tout le monde. Et ça ne revient pas au monopole du mouvement populaire. D'où la difficulté pour le mouvement populaire de donner lisibilité à ce qu'il est et à ce qu'il veut faire. Vous qui êtes un fin connaisseur de, j'ai envie de dire, du microcosme politique de notre pays, Moustapha Saimi, est-ce que vous considérez que s'il avait eu le choix, Mohamed al-Ansar ne se serait pas représenté? Oui, au fond de lui-même, déjà pour le 8e congrès, il n'était pas candidat, il l'avait dit, il me l'avait dit, il estimait qu'il avait beaucoup travaillé, qu'il a eu beaucoup de responsabilités, souhaitait donc prendre du champ. Il est aujourd'hui à la tête d'une région importante, c'est la région de Fès-Boulmen, etc. Mais c'est contraint que finalement il s'est décidé les derniers jours. Vous savez, jusqu'à quelques jours encore, il n'avait pas vraiment arrêté sa décision. Donc nous en sommes là. Je voudrais noter au passage... qui va être fragilisé du coup parce que oui, parce que c'est une solution, transactionnelle qui ne satisfait pas les uns et les autres. Transactionnelle ou transitionnelle? Transitionnel et transactionnel. Un mot tout de même sur la situation de Mohamed Hassad. Oui. Voilà un profil important. C'est un ministre de l'Intérieur qui a un parcours tout à fait l'éducation nationale aussi, méritoire, etc. Qui se trouve au mouvement populaire. Il assiste aux réunions du bureau politique et qui donc est dans une situation qui n'est pas confortable pour lui. Parce que, quel avenir pour lui? Vous pensez qu'il va rester au mouvement populaire ou après la réélection de Mohamed al-Ansar? On va voir comment ça va se faire au niveau des instances dans un mois au bureau politique. On va voir qui va être président du Conseil national du parti. Est-ce que vous envisagez, vous pronostiquez éventuellement l'élection de Mohamed Hassad à la tête du Conseil national? En l'état, je prends le risque, ça me paraît fortement improbable, parce que le mouvement populaire, c'est une addition de réseaux de notables qui ont des fiefs électoraux et ils ne sont pas très chauds pour faire une place particulière à Mohamed Hassad. Ce qui est d'ailleurs tout à fait regrettable parce qu'il a une capacité d'organisation et il aurait pu apporter une valeur ajoutée à ce parti du fait de son profil, de ses compétences et de son expérience. Et donc, apparemment, ce club de notables ne veut pas de cela. Ce qui fait aussi des fois Mohamed Hassad, donc, c'est qu'il n'a pas d'ancrage électoral. Oui, il n'a pas de fief, il n'a pas d'ancrage électoral. Il n'est pas dans les réseaux. Et il est d'une région qui est loin du centre de gravité du mouvement populaire. C'est cette même donnée qui fait que le mouvement populaire, historiquement, a un centre de gravité qui est le Moyen Atlas. Historiquement, toujours. Bien. Et que pour cette raison-là, il y avait, me semble-t-il, pas de chance pour un candidat comme Mohamed Moubdir, Frère Ben Salah, ni pour Mohamed Hassad, mais avec d'autres paramètres. Il est du Sousse. Et donc, tout ça a joué. Donc, il y a un régionalisme qui compte aussi.
Oui, il y a un régionalisme dans les partis politiques. Et il y a même un régionalisme, une branche RIFEN au sein du mouvement populaire de la direction, représentée par Mohamed Fadili, président du Conseil national. Donc tout ça fait qu'au total, ils se sont dit finalement, pas de vague, on va reconduire Mohamed Lansar. On comprend mieux pourquoi Mohamed Lansar a été reconduit après 32 ans de responsabilité au secrétariat général du parti. Cet événement aussi, c'était samedi à Rabat. Il a permis aussi de rassembler tous les chefs de parti, y compris les chefs de parti de la majorité, parce qu'on a vu Aziz Khanouch, on a vu Nabil Ben Abdallah, on a vu Hakim Ben Chemmas, on a vu Saladin Al-Tumani, essentiellement, tous réunis. La famille était réunie pour l'élection. Ils se sont réunis parce que la courtoisie voudrait qu'ils soient présents pour l'élection d'un dirigeant d'un parti qui est membre de la majorité. Il y avait aussi d'ailleurs des partis d'opposition. Oui, il y avait Hakim Ben Chemmas d'ailleurs. Voilà, Hakim Ben Chemmas pour le PAM, il est président. Nizar Baraka aussi pour l'Istiqlal. Oui, il est président de la Chambre des conseillers. Il y a des députés MP, tout à fait normal qu'ils soient. Nizar Baraka, parce que c'est le parti de l'Istiqlal, il est là. En revanche, qu'est-ce qu'on a réglé? On n'a rien réglé. En tout cas, ils étaient réunis. Oui, ils étaient réunis à l'occasion d'un congrès, mais il n'y a pas eu de réunion de travail. Ensuite, sauf avec le PPS, et on va y revenir. Donc, mais justement, c'était un glissement de terrain transitoire sur l'État aujourd'hui. Beaucoup de personnes, de voix s'élèvent pour dire, voilà, on a un gouvernement de plus en plus fragile, avec des spéculations sur la durée de vie de ce gouvernement. On a connu une semaine, la semaine dernière, extrêmement difficile, compliqué, sous tension, avec des bras de fer, guerre de communiqués entre le PJD et le RNI, marqué par le retour d'ailleurs sur la scène politique d'Aziz Khanouch lors de l'université d'été de son parti. Semaine extrêmement tendue. Oui, tendue, qui n'a pas réglé beaucoup de choses et qui a, je crois, exacerbé les divergences déjà existantes au sein de la majorité. Il y a d'abord un premier point de fragilité qui n'est pas suffisamment relevé, me semble-t-il, c'est que il y a un ministre du PJD, membre du secrétariat général, Hassan Daoudi, qui a démissionné le 6 juin dernier. Il a démissionné, sa lettre de démission a été remise au secrétariat général du PJD. Il n'y a pas eu de suite, mais vous m'accorderez que c'est une situation qui n'est pas ordinaire. Voilà un ministre qui adresse à son parti une démission, qui est donc acté par son parti, mais qui n'a pas de suite, parce que c'est Sa Majesté le Roi qui valide ou non la démission d'un ministre, parce que c'est le roi qui nomme et c'est le roi qui révoque. Donc déjà, il y a un premier point d'interrogation. Ce ministre est en fonction, mais est en fonction en pointillé, puisqu'il y a 4 mois, il était démissionnaire. Première interrogation. Oui, mais c'est pas ça qui aujourd'hui est oui, mais c'est un cœur élément. des tensions, si je puis dire, entre le PJD oui, et mais je voulais le RNI dire. ou le PJD, je voulais le dire PPS, pour commencer déjà que ça remonte loin. Et on peut encore remonter loin, mais déjà, il y a un cas particulier qui n'est pas réglé, qui est un élément de trouble. Ensuite, vous faites référence à ce qui s'est passé entre le PJD et le RNI. Ça monte d'un cran. Les difficultés, les divergences, les tensions montent d'un cran. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour 2 partis qui sont censés diriger le pays. Tout à fait. D'un côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Al-Baalami, fait un discours à l'occasion de l'université d'été de son parti, devant les jeunes, etc. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le programme et le projet du PJD sont destructeurs pour le pays et l'économie du pays. Et il ajoute que ce programme, d'ailleurs, a une grande parenté avec le programme de l'AKP d'Erdogan. Ce qui lui vaut la réplique du secrétariat général du PJD, qui, dans un communiqué, alors que Saadi Othmani était à New York, mais c'est avec son accord que ça a été fait, un communiqué extrêmement sévère à l'endroit de Rachid Al-Baalami, disant, rejetant, dénonçant ses propos et disant qu'est-ce qu'il fait dans ce gouvernement, puisqu'il dit que ce gouvernement est porteur d'un projet destructeur. Puisqu'il n'est pas content, il n'a qu'à partir. C'est un petit oui, il n'a qu'à démissionner. Ensuite, la balle revient chez Aziz Khanouch, président du RNI, qui défend à ce moment-là avec vigueur le RNI, en disant, écoutez, on a accepté beaucoup de choses et on n'a pas réagi parce que nous, on ne s'occupe pas des questions subalternes et secondaires, mais cette fois-ci, c'est trop. Et donc, nous mettons en demeure le PJD d'adopter une position unitaire et responsable, et s'il le faut, nous répondrons au coup par coup.
propos repris par Mohamed Oujda, ministre de la Justice, qui d'habitude fait montre de davantage de retenue, et qui dit on ne peut pas continuer comme ça, il faut donc que le PJD se recentre et revienne à l'essentiel. Pourquoi on a fait parler Mohamed Oujda? Parce que il ne fallait pas limiter la réaction à Rachid Talbi Alami et à Aziz Khanouch. Il fallait montrer qu'un membre historique, fondateur du RNI comme Mohamed Oujda, était aussi partie prenante, et que donc c'était la position de l'ensemble du RNI. Sur ça, Abdillah Ben Kiren sort du bois, si je puis dire, et il dit le RNI et Talbi Alami doivent présenter des excuses au PJD. Nous en sommes là, de New York où il était, puis à son retour, le chef du gouvernement appelle au calme et à temporiser, donc c'est une situation extrêmement difficile. Et appelle à une rencontre, surtout a priori, des chefs de parti de la majorité dans la semaine. Qui n'a pas lieu. Qui n'a pas lieu. Mais en tout cas, c'était une proposition de Pardon, ça c'est le premier front. Oui. Il y a un deuxième front de division, c'est les rapports entre le PJD et le PPS. On va y revenir. Mais simplement sur le bras de fer, PJD, RNI, est-ce que pour vous, ça a du sens, et du sens politique, et un sens d'intérêt commun, c'est-à-dire que ça intéresse les Marocaines et les Marocains, de voir comme ça deux partis de la majorité censés être aux commandes du pays, censés lancer les réformes, censés avoir des résultats, censés performer, s'écharper? C'est un effet désastreux. C'est un effet désastreux que deux grands partis membres de la majorité, le parti donc qui dirige le gouvernement et le parti le RNI, soient dans des débats de cette nature-là, des questions inutiles, des interpellations, etc. AKP, pas AKP, je veux dire le citoyen. Mais vous savez, un chef de pays, un membre d'un parti, il a le droit, dans un discours en direction des jeunes de son parti, dans l'université, de se livrer à des débordements militants, enflammés, etc. Ça donc vous soutenez le discours de Mohamed Oujda, justement à Oujda ce week-end, qui a dit de toute façon le propos tenu par Rachid Talbi Alami, un, nous en sommes solidaires, et deux, c'est au nom de la liberté d'expression. Tout à fait, c'est pas. Mais oui, c'est pas. Vous savez, notre système n'est pas un système stalinien où tout le monde est là aligné. Nous sommes dans un système où il y a liberté de parole, liberté d'opinion. Et les partis sont dans une coalition, mais ils n'ont pas perdu voix au chapitre. Ils ont la possibilité de critiquer, de faire ce qu'ils ont dit. Y compris de critiquer le parti avec qui le PJD ne s'en est pas privé. Je vais vous donner un exemple. Voici 15 jours, le chef du gouvernement, Saadine Othmani, dans son discours qu'il avait fait d'ailleurs devant les cadres de son parti, avait dénoncé le tahakkoum et certaines parties qui voulaient mettre à bas son parti et porter atteinte aux réformes. Il visait qui? Donc lui aussi, il a une liberté de parole, d'incrimination des uns et des autres. Et quand il visait le tahakkoum, tout le monde sait qui il visait. Il visait les partis qui ne sont pas du PJD, en l'occurrence le RNI et d'autres. Donc c'est une réponse du berger à la bergère. Oui, c'est un débat. C'est un débat. Ce qui est gênant, c'est maintenant au niveau du gouvernement et de la majorité. Ces ministres vont-ils se retrouver prochainement dans le conseil de gouvernement? Vous faites bien de dire ça, parce qu'il y a eu un propos également d'un ancien ministre de la Justice, PJDiste, qui s'appelle Mostafa Hamid, qui est en charge des droits de l'homme aujourd'hui, qui a fait une déclaration en disant « Nous attendons, je cite, Rachid Talbi Alami lors du prochain conseil de gouvernement, parce qu'il devra rendre des comptes. » Mais je puis vous dire aujourd'hui que cette réunion du Conseil de gouvernement jeudi prochain sera intéressante à suivre. Je doute que Rachid Talbi Alami présente des excuses. Il va assumer ce qu'il a dit en disant « c'est le point de vue de notre parti depuis toujours, je l'ai exprimé ». Et donc c'est un climat tout à fait électrique qui va présider à la réunion de Conseil de gouvernement jeudi prochain. Tout ça, c'est mauvais, c'est désastreux pour la visibilité des politiques de réforme que doit mener ce gouvernement. Et donc les réseaux sociaux et l'opinion publique se voient accaparés, polarisés sur des questions de cet ordre-là, alors que le gouvernement a une obligation maintenant de visibilité, de présenter des réformes. L'interpellation se fait d'ailleurs par le PPS. Oui. C'est la dernière position du PPS. Nabil Ben Abdallah qui est sorti du bois lui aussi. Oui, mais Nabil Abdallah a vu le chef du gouvernement vendredi soir, après le congrès. Oui, non, après le congrès du mouvement populaire, ils se sont vus.
Qu'est-ce qu'il dit Nabil Abdallah, secrétaire général du PPS? Il dit il y a un certain nombre de choses qui sont malsaines pour la cohérence et la cohésion de la majorité. Il faut les mettre à plat. Il faut les mettre à plat. Comment? En définissant le cycle, l'agenda et l'accélération des réformes. Faute de quoi, ajoute-t-il, nous serons appelés à reconsidérer notre position au sein du gouvernement. Et d'ailleurs, il s'est donné du temps et du champ, puisqu'il a convoqué pour le 27 octobre prochain son conseil, son comité central, qui doit statuer, au vu des éléments qu'il y aura dans les 4 semaines, sur la justification de la nécessité de rester au gouvernement. Donc, sur les deux fronts, sur les deux fronts, Saadine Othmani, il a de grosses difficultés avec le RNI, il a de grosses difficultés sur un autre front avec le PPS, il faudra trouver des solutions. Saadine Alami s'en tient, je suis tout à fait interrogatif à cet égard, s'en tient un discours lénifiant, aseptisant, soporifique, peu mobilisateur, en disant non, tout va bien, on va trouver des solutions. Tout va s'arranger. Oui, il a fait une déclaration après avoir reçu Dominique Villepin en disant oui, mais la situation au Maroc est moins mauvaise qu'en France. C'est ce que Dominique de Villepin lui aurait dit. Oui, mais vous pensez que c'est un argument, ça, de nature à donner crédibilité à ce que fait ce gouvernement? Donc nous en sommes là. Tout ce qui se passe là aujourd'hui, est-ce que vous considérez aussi, Moustapha Saimi, que c'est dû à une fragilité, voire une vulnérabilité du chef de gouvernement, et qui est chef du PJD aussi? Voilà. Donc, oui, si vous voulez me faire dire ça, je vais le dire. Un homme de pouvoir fatigué, abîmé. Pas fatigué. Saadine Othmani est un homme estimable, un frère estimable. Il présente 3 problèmes pour assumer la fonction qui est la sienne. 1, l'absence de charisme. Bien. 2, l'absence de capacité de décision politique. 3, la difficulté à incarner une politique de réforme. Vous imaginez ce que vous dites là, Moustapha Saimi? Dans la situation et dans la conjoncture dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui, où il y a l'obligation de réformer, où il y a l'obligation de réduire le chômage, il y a l'obligation de trouver des financements pour le financement des politiques sociales, il y a l'obligation aussi d'activer la réforme de l'enseignement, de revoir un peu le code du travail aussi pour aller beaucoup plus en matière de flexibilité, pour trouver des opportunités et pour dépoussiérer un petit peu l'environnement. Là, vous me dites, on a un chef de gouvernement qui est chef du parti majoritaire, qui n'a pas de charisme, ou pas suffisamment, qui est dans l'incapacité d'avoir une autonomie de prise de décision d'ordre politique. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça veut dire que, est-ce que vous considérez que le problème numéro 1 aujourd'hui, c'est le chef de gouvernement par rapport à toutes ces tares, entre guillemets, que vous venez de développer? Je considère que l'un des problèmes aujourd'hui, des difficultés à mener des réformes, c'est l'incapacité de ce chef du gouvernement à incarner les réformes et à décider. Il n'y a pas d'agenda. Vous savez, je vais vous dire, il n'y a pas d'agenda sur les réformes. Nabil Abdallah a raison de dire quelles réformes, et il faut les accélérer. Alors, on nous parle de tout, de toutes les réformes, fiscalité, justice sociale, éducation sociale, mais il n'y a pas un agenda avec le détail des séquences et un mode d'emploi. Et il est dans une situation, donc, où il gère, il part au plus pressé, sans que cela entraîne l'adhésion de ses alliés et sans que cela ne suscite l'intérêt de l'opinion publique. Je vais être encore plus précis. Sur quoi sont d'accord ces partis de la majorité aujourd'hui? Pour avoir des ministres au-delà des pétitions de principe sur les réformes, etc. C'est tellement vrai qu'en avril dernier, le chef du gouvernement, faisant son bilan de la première année, ne s'est pas présenté, qu'il a envoyé son ministre de porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, les 6 partis sont-ils en mesure de définir une plateforme nouvelle, actualisée, prenant en compte les orientations royales du discours du trône et du 20 août, et disons, voilà pour 2019, 2020, 2021, ce que nous allons faire. C'est pas le cas. C'est tellement vrai, si vous permettez, qu'ils n'arrivent même pas à se réunir. Ils ont signé un pacte de la majorité le 19 février dernier, à Rabat. Depuis février jusqu'à maintenant, combien il y a eu de réunions de la majorité? Il y en a eu une au mois de juin, à l'occasion d'un iftar offert par le chef du gouvernement, etc.
D'où la difficulté, donc, quand les chefs de parti ne se voient pas, qui ne règlent pas les problèmes, qui n'accordent pas leur violence, comment voulez-vous que la machine gouvernementale marche? Dernier point, tout de même, lié à l'actualité, qui va vous montrer l'incapacité de cette majorité à unir ses rangs. Il y a, à la rentrée parlementaire, dans une dizaine de jours, l'élection du nouveau président de la Chambre des conseillers, qui est Hakim Chemez, du nouveau secrétaire général du PAM. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va se représenter. Il y a un deuxième candidat du parti de l'Istiqlal qui va se représenter, qui est Absam Al-Khaliour. Qui s'était déjà présenté. Et je puis vous dire, sauf à me tromper ensuite, mais on verra bien, je puis vous dire qu'aujourd'hui, il n'y aura pas un candidat de la majorité. C'est une situation tout à fait ubuesque, puisqu'on a la majorité, elle a la majorité à la Chambre des conseillers, et elle ne présente pas un candidat. Pourquoi? Alors qu'il y aura deux candidats de deux partis d'opposition, PAM et Istiqlal. Parce que ces partis de la majorité ne sont pas capables de se mettre d'accord sur un candidat. Donc vous voyez bien que c'est une situation pas capable de se mettre d'accord sur un candidat et pas capable surtout de se mettre d'accord sur un calendrier de réforme surtout. Parce que le pays a besoin de réformes et de trouver des solutions et non pas des palliatifs, ne serait-ce qu'au chômage. Mais simplement une dernière petite question là-dessus. Moustapha Saimi, il y a encore une nouvelle fois des voix qui se sont élevées, là c'est dernières 48 heures pour dire ce gouvernement ne pourra pas continuer ainsi, il va y avoir un remaniement, réduction du nombre de ministres et de ministères, on va optimiser aussi le nombre de secrétariats d'État, et ça devrait être fait dans les prochains jours. Quel crédit vous accordez à cette thèse? Je vais vous répondre très net, personne ne sait. D'accord. Il y a des informations qui circulent ici ou là. Non, ça, personne ne sait. Oui. C'est tellement vrai que je vais vous donner un exemple. Le 18 octobre dernier, au forum de la MAP, le chef du gouvernement, Saadi Othmani, a dit la question d'un changement au sein du gouvernement n'est pas à l'ordre du jour. 18 octobre. 6 jours après, le 24 octobre, Sa Majesté a décidé le renvoi de 4 ministres. Donc vous voyez que les uns et les autres peuvent raconter ce qu'ils veulent, ils n'ont pas les cartes en main. Cela dit, c'est vrai, la question reste posée. Qu'est-ce qu'on fait des 12 secrétaires d'État? Il faut revoir. Qu'est-ce qu'on fait de la structure du gouvernement actuellement? Mais ça, c'est des questions qui sont posées. En mettant en équation l'absence de résultats. L'absence de résultats et la difficulté à incarner et à mobiliser autour d'un programme. Et autour d'actions concrètes. Bien sûr, c'est ça. Troisième sujet aujourd'hui qu'on a prévu d'aborder, Moustapha Saimi, c'est le dossier du Sahara. Donc en marge de la 73e, c'est ça, Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière à New York, on a vu le chef de la diplomatie, Nasser Bourita, s'activer partout, multiplier les rencontres bilatérales, que ce soit avec des chefs d'État, que ce soit avec ses homologues aussi en charge de la diplomatie, que ce soit d'ailleurs tout récemment Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Dossier du Sahara, où est-ce qu'on en est concrètement après cette Assemblée générale et après, je veux dire, le rythme soutenu de Nasser Bourita qui a multiplié les rencontres, y compris avec Donald Trump d'ailleurs. C'est une photo. Photo. Ce n'est pas une rencontre. Pas d'échange. Photo. C'est une photo. Il faut le préciser. Il faut le préciser. C'est une photo qui a été prise à l'issue d'un sommet, mais ce n'est pas une rencontre entre le président américain et notre ministre des Affaires étrangères. Pour la question du Sahara marocain, il y a eu une longue séquence où le Maroc a veillé à préserver ses fondamentaux, c'est-à-dire ouvert au dialogue, mais sur la base, notamment, je remonte à 2007, le plan d'autonomie qui a été déposé au Conseil de sécurité, continuellement qualifié depuis 11 ans et demi par les grandes puissances et le Conseil de sécurité de crédible, sérieux et réaliste. Nous sommes arrivés en avril 2018 à une nouvelle séquence où le Conseil de sécurité, et notamment à l'initiative américaine, a décidé de reprendre ce dossier sur de nouvelles bases en disant on ne peut pas continuer avec une MINURSO qui est installée depuis 1991, donc depuis 27 ans, qui coûte 53 millions de dollars, et donc il faut revoir tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé en avril 2018? C'est le mandat de la MINURSO qui a été réduit à 6 mois.
l'entrée en lice du nouvel émissaire personnel hors scolaire, avec obligation de faire rapport au mois d'octobre. Ces 6 mois, ils ont réduit ce délai pour obliger les uns et les autres à présenter un rapport. Nous en sommes là. Un rapport a été présenté le 28 septembre sur la MINURSO. En revanche, qu'a fait M. Horschkoller? Ce que l'on sait, c'est qu'il a un plan en tête. Il a un plan en tête, c'est lequel? Il était tout à fait favorable, lui, au réexamen du plan Becker de 1904, de 2004. Et il a trouvé en la personne de John Bolton, conseiller de la Sécurité nationale, qui était dans l'équipe Becker de 2004, une oreille attentive. Et ce qu'ils sont en train de concocter, c'est une version actualisée du plan Becker. Sur quelle base? Davantage d'autonomie pour les provinces sahariennes. Ils ont même parlé d'une constitution pour les provinces sahariennes propre à la région. 2, ils ont parlé d'une période de transition de 5 à 7 ans, devant ensuite être sanctionnée par un référendum. Sur cette position-là, le Maroc s'en tient à ses fondamentaux. Deuxième problème qui est posé, la procédure. Discuter avec qui? Discuter sur quoi? Oui, on discute sur l'autonomie, mais sans sortir des clous, c'est-à-dire la préservation des 4 paramètres qui a été définis par Sa Majesté le Roi dans le discours d'un marche verte. Discuter avec qui? La formule qui a été retenue aujourd'hui, c'est de dire c'est une table ronde et pas une négociation qui aurait lieu les 4 et 5 décembre à Genève. Table ronde où il y aurait le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie, le mouvement séparatiste. Table ronde, nous on discute avec tout le monde, table ronde. Mais la condition posée par le Maroc, qui n'est pas négociable, c'est qu'il faut que l'acteur réel soit présent, en l'occurrence l'Algérie. Mais il le sera, a priori. L'invitation a été lancée. Oui, a priori, Alger, non. Je peux douter aujourd'hui, 1er octobre, que l'Algérie donne suite. Les invités doivent répondre le 20 octobre. Je doute que l'Algérie accepte d'être partie prenante de cette manière-là dans une table ronde. Ce qui est intéressant pour le Maroc, c'est une table ronde. Table ronde, on parle avec les différentes parties prenantes. Et si l'Algérie est présente, c'est une satisfaction pour le Maroc. Reste à savoir si l'Algérie acceptera d'être partie prenante de cette manière-là lors de cette table ronde. Est-ce que le point d'interrogation, c'est savoir si Alger prendra part à cette table ronde ou c'est avec quel statut? Voilà, est-ce que c'est le statut de partie observateur, le statut donc pas impliqué directement, ou de partie prenante? Dans l'invitation, en scolaire, n'a pas fait de distinction. Il a invité les 4 parties, sans dire à quel titre, et c'est sur ça que, me semble-t-il, ça va coincer. En tout cas, sur le statut d'Alger? Oui, c'est au niveau d'Alger qu'ils n'accepteront pas la table ronde, parce qu'eux privilégient des négociations directes avec les séparatistes, le Maroc séparatiste. Et c'est une victoire diplomatique pour le Maroc, parce que le Maroc a martelé depuis toujours que la solution, elle est à Alger. Elle n'est pas au niveau de la position qui avait été prise, je crois, en juillet dernier, du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, qui avait aussi dit qu'Algérie prenne part à ces rencontres, échanges, négociations, c'est important, mais avec le statut d'observateur. Est-ce que donc du coup ce propos-là de Sergei Lavrov, du chef de la diplomatie russe, va se décliner ainsi selon vous dans les prochains jours? Mais ils étaient déjà observateurs depuis toutes les négociations qu'il y a eu à Manasset, les 4 rounds de négociations qui ont eu lieu depuis 2008, l'Algérie était observateur au même titre que la Mauritanie. La question de savoir maintenant si l'Algérie acceptera de passer d'un statut d'observateur à une partie prenante dans une table ronde. Pour vous, non, en tout cas. Ça me paraît difficile compte tenu de la rigidité de l'Algérie, mais ça sera intéressant. En tout cas, le Maroc aura fait montre d'esprit d'ouverture, de bonne disposition et de bonne foi. Des tables rondes, oui, amenez qui vous voulez. Vous savez, j'avais même suggéré modestement, que la délégation séparatiste soit dans la délégation algérienne. Et le Maroc aurait négocié à ce moment-là. Mais donc, il y a un processus qui est en marche et qui satisfait pour l'instant le Maroc, étant entendu qu'il n'y aura aucun plan d'imposition qui sera retenu.
c'est une donnée majeure, c'est-à-dire qu'on est prêt à négocier, on est prêt à aller très loin dans la négociation sans que les attributs de souveraineté soient remis en cause, mais hormis cette réserve-là de principe, le Maroc est très ouvert à négocier avec les uns et les autres. Un mot et un dernier mot, Moustapha Semi, sur la consultation de la MINURSO, on appelle a priori le 11 octobre prochain, jeudi prochain, donc consultation pour le devenir un petit peu de la MINURSO, les casques bleus. Ce que l'on sait, c'est que le mandat de la MINURSO sera reconduit pour le premier semestre 2019. Pourquoi? Parce que c'est dans le budget de l'ONU pour 2018-2019. En revanche, ce qui va se poser, c'est la réduction du format de la MINURSO. Il y a un personnel 200 d'un effectif 200, réduction, et de la charge, c'est 53 millions de dollars par an. Les Américains sont extrêmement mobilisés à ce sujet parce que sur ce dossier et celui de Chypre, où ils disent il y a des opérations de maintien de la paix qui perdurent depuis des décennies sans aucun résultat. Il faut déboucher sur un processus de négociation politique. Est-ce qu'on parle de l'adoption d'une nouvelle résolution concernant la MINURSO qui peut, avec une nouvelle adoption pour fin octobre, pour le 29 octobre. Donc, un reformatage de la MINURSO pour 2019, étant entendu que tout est lié à l'avancement ou non du processus de négociation sous les auspices des Nations Unies. Donc quelque part, il y a des échanges et des négociations politiques, et parallèlement à ça aussi les enjeux financiers. C'est lié. C'est ça. C'est lié. Voilà un petit peu le corollaire. C'est lié. Ce sont deux dossiers qui sont liés, et la pression américaine est forte pour la MINURSO parce que la charge financière, et en même temps, elle est forte au niveau du département d'État et des officiels américains parce qu'ils estiment qu'il faut arriver à une négociation politique qui doit déboucher sur un résultat. Le Maroc n'est pas contre, mais ça dépend de l'objet de la négociation et des paramètres de la négociation. On suivra ça une fois de plus parce que l'actualité est là pour ça. Donc on est également là aussi pour la suivre, pour la décrypter, pour l'analyser avec vous régulièrement, Moustapha Semi. Donc je vous remercie déjà d'une part et je vous souhaite une belle journée. Merci à vous. Merci.